La tradition ésotérique africaine concilie puissance ou force surnaturelle des vertus des plantes pour à la fois dominer et régner. Longtemps ignoré, du moins méprisé, cet ésotérisme est en train de renaître de ses cendres. Mais quelles sont ces plantes magiques? Comment les utilise-t-on, surtout qu'à parler de l'initié? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui rend magique ces différentes utilisations des plantes? Qui peut cueillir également ces plantes et quand il va le faire et comment procéder? Alors pour atteindre donc ce résultat escompté, c'est autant de questions que vous nous posez et qui seront donc soumises à l'appréciation de nos invités ce jour. Utilisation rituelle des plantes, comment et quand cueillir pour les résultats escomptés, c'est le thème donc de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Sagbo Fanou Toussaint et bien sûr les consultants en éducation, chef collectivité. Merci Sagbo Fanou d'être là. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les téléspectateurs. En face de vous, c'est révérend Luc Amand Bodéan. Ne le présente plus, il est un habitué de ce plateau comme vous d'ailleurs, exorciste, évêque missionnaire, mais aussi phytothérapeute. Merci évêque d'être là. Grâce, Père, bénédiction du Seigneur sur vous. Alors, professeur Sagbo Fanou, je vous appelle ainsi parce que vous avez été quand même enseignant à la retraite, consultant en éducation, aujourd'hui chef collectivité. Voilà donc autant de préoccupations de nos téléspectateurs. On veut savoir, puisque chaque jour, surtout l'évêque Boudéa passe ici avec ses invités pour donner des recettes issues des plantes, mais on se demande véritablement si cela est efficace parce que d'aucuns appellent, ils ont dit si, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que vous pensez qu'il y a une technique pour cueillir une plante? Merci infiniment pour cette opportunité. Je voudrais d'abord faire remarquer quelque chose. Souvent, quand nous parlons des pays africains, nous disons que nous sommes immensément riches. Nous sommes assis sur des mines d'or, des minerais inestimables. Mais on oublie souvent qu'il y a une autre richesse qui fait la force de l'Afrique, à savoir les plantes. Alors, c'est très bien que vous ayez initié des émissions qui puissent éclairer la lanterne de vos auditeurs, de nos auditeurs, des citoyens par rapport à l'utilisation des plantes. D'abord, il faut remarquer qu'aucune plante n'existe au hasard. Toutes les plantes ont une utilité, ne serait-ce que pour éviter une inflammation. Il y a des plantes qui sont spécialement pour ça, ou bien pour éviter peut-être une toux. Donc, avant d'aller en profondeur dans certaines pathologies, alors, les plantes, oui, mais attention, comment les cueillir? Où les trouver? Parfois, vous voyez certains de nos parents qui vont dans la brousse pour cueillir une plante. Ils y vont parfois avec une pièce de 25 francs, de 10 francs. Autrefois, c'était des pièces de 2 francs. C'est comme pour demander l'autorisation à la nature de vous concéder, de vous passer cette plante pour résoudre un problème. Ce n'est pas un rituel extraordinaire ou sorcier, non. C'est une façon de communier avec la nature. Ensuite, la plante. D'abord, il faut savoir quelle plante chercher pour quelle pathologie. Oui, on va en arriver à cet aspect tout à l'heure. Évêque Boudéa, est-ce que ça ne rentre pas déjà dans du cultuel, aller déposer de l'argent avant de cueillir une plante? Est-ce que vous procédez également de la sorte? Merci, monsieur le journaliste. Parlant des plantes, on doit pouvoir voir deux aspects de la chose. Il y a l'utilisation phytothérapeutique, ce qu'on veut en faire, pour la guérison, la protection, la santé physique, clinique. Et il y a l'utilisation magico-spirituelle de la plante. Donc, la cueillette va suivant ces deux aspects-là. Celui qui veut utiliser la plante pour une guérison ne peut pas cueillir la plante de la même manière que celui qui veut l'utiliser pour des potions, pour des bains ou des purifications, à des fins magico-spirituelles. Donc, de part, ce qu'on recherche, si c'est pour une guérison, il y a la période. Si c'est pour une nourriture, parce que les plantes, on se sert des plantes dans le plat pour manger, il y a aussi une période. Mais si c'est à des fins religieuses, ce que le docteur vient de dire est fondamental. Il y a plusieurs procédés liés à des cultures, à l'anthropologie même du milieu. Ouais. Et plusieurs manières, on va pouvoir entrer dans ces détails-là aussi, pour permettre aux gens de savoir concrètement. Parce que si je vais utiliser, par exemple, une plante pour faire une purification de mon aura,
C'est-à-dire, à ce moment-là, je suis en train de parler peut-être des feuilles de purification, de renaissance, des feuilles de chance, de déblocage. Je ne peux pas aller les cueillir de la même manière que je vais utiliser une plante pour me soigner. Est-ce que vous entrez un objet en compensation pour aller chercher donc ces... Il y a plusieurs procédés suivant les cultures, suivant les traditions. Okay. Il y a la manière même de sécrer, comme on l'a dit, les plants ont aussi l'âme, ont aussi une personnalité qu'il faut respecter. Ce que je te viens de dire, en allant dans la brousse avec une somme d'argent, c'est pour montrer que l'âme, le plan, la plante qu'il veut chercher a aussi une personnalité et il veut demander une permission. En réalité, ça fait partie de la technique de visualisation et de samedi qu'on fait. Je vais te chercher pour telle vertu. Merci. Parce que si on prend une plante en sa personne, on peut l'utiliser avec fin spirituelle. Une seule plante peut être utilisée pour la protection, peut être utilisée pour la chance, peut être utilisée pour la guérison. Donc, on doit pouvoir préciser le but avec lequel on veut l'utiliser. Donc, il y a de ces plans-là qu'on peut déposer, forcément dit, de demander une permission, parce que ça fait partie des éléments de la terre. Alors, professeur Sabo Fanou, autant donc de détails que vous avez donc commencé par évoquer, que le père Boudia vient donc d'approfondir. Alors, il y a donc des techniques pour cueillir, mais véritablement, qui peut le faire? D'abord, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Je ne dis pas que forcément, lorsque vous allez dans la brousse, si vous ne déposez pas une pièce, vous ne pouvez pas cueillir une plante. Ce n'est pas ça. Non. Il y a des procédés que nos parents font. Il y a aussi le fait, même si vous n'avez pas un copec que vous allez chercher la plante, il y a des gens qu'on voit s'agenouiller devant une plante avant de la cueillir. On ne vient pas comme ça, comme on prend un micro pour l'arranger, on ne va pas vers une plante comme ça. Comme l'a dit mon frère, la plante a une âme. La nature a une âme qu'il faut respecter si vous voulez qu'elle vous profite. Donc, on peut s'agenouiller pour cueillir la plante, tout comme on peut prononcer des paroles comme on s'adresse à quelqu'un pour dire « S'il te plaît, passe-moi au moins 25 francs, là je vais acheter du pâté ». On peut s'adresser comme ça aussi à la plante. Parce qu'on ne va pas gaillardement dans la bourse pour arracher une plante et puis va... Non, il faut donner un peu de respect à la nature. Et c'est pour cela que parfois, certains parents y vont. Aujourd'hui, c'est un peu révolu. Peut-être, on ne le fait plus régulièrement aujourd'hui avec de l'argent. Mais à défaut d'argent, on parle à la plante. Et ce n'est pas à n'importe quel moment. Vous n'allez pas quand même vous lever à 20h parce que vous êtes souvenu d'une recette. On va venir tout à l'heure aux périodes de cueillette. Mais qui peut le faire? Qui peut aujourd'hui, avec cette technique que vous venez d'énumérer là, qui peut entrer dans la brousse, dans la forêt et chercher une feuille ou une plante pour un traitement quel qu'il soit? Si le révérend et moi, nous en parlons, c'est que nous en connaissons quelque chose. Il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu. Ou bien quelqu'un à qui on a donné des instructions pour aller cueillir. Parce que vous pouvez y aller sur la base des instructions que vous ont données ou bien que vous a donné un connaisseur. Quand vous allez vers telle plante, regardez ici, regardez la plante ou bien baissez-vous ou bien prenez les deux mains, faites ceci et quand vous l'accueillez, ne regardez plus l'arbre avant de rentrer. Tout ça, c'est des instructions qu'on peut vous donner. Donc, il n'est pas dit que tant qu'on n'aura pas vu le révérend père, on ne pourra pas cueillir telle plante à tel endroit. Tant qu'on n'aura pas vu le professeur Sabo, on ne pourra pas. Non. Moi, je peux dire, mon cher Kodjovi, tu vas derrière ta clôture, là, j'ai remarqué qu'il y a des feuilles d'hysope, là. Bon, tu vas cueillir là, mais n'y va pas à telle heure. Vas-y, et quand tu y vas, tu cueilles en faisant telle chose, tel nombre de feuilles. Donc, tout le monde peut y aller, mais suivant des instructions données. Il ne faut pas y aller parce qu'on a dit, telle feuille, ça permet de guérir, telle, vous allez dans la bouche, vous dites, mais j'ai appris que cette feuille-là, et vous arrachez, vous partez. Ce n'est pas évident. Que vous avez le résultat. Oui, que vous avez le bon résultat, à moins que ce soit juste une infusion pour pouvoir bien digérer. Parce que, comme l'a dit le révérend, il y a trop de domaines qui sont couverts par les plantes. Avec Boudia, tout le monde peut aller donc dans la brousse et chercher les plantes pour des rituels? Non, pas tout le monde. Parce que d'ailleurs, la forêt ne connaît pas tout le monde. Il y a la manière de le faire. Certains, comme on dit, ceux qui ont appris la phytothérapie, ceux qui peut-être sont initiés, parce que ça dépend aussi de quel couvent. Parce que le référentiel, il faut vraiment faire recours au référentiel. Par exemple, si c'est les caractéristiques de la plante qu'on cherche, c'est par rapport à ces caractéristiques qu'il faut aller l'accueillir. Par exemple, il y a les plantes qui sont de source, comme on dit, masculin, féminin. Ouais. Donc, on dit, on veut chercher une plante masculine. Là,
attention, il faut pouvoir connaître ces caractéristiques, comment il faut les chercher avant de pouvoir les chercher. Et à quelle période aussi. Une plante féminine. De par ça, il y a pas mal de supputations autour de la cueillette. Et il faut comprendre. Il y a les caractéristiques naturelles qu'il faut comprendre pour les plantes. Les plantes de l'eau, les plantes de la terre, les plantes de l'air, et les plantes du feu. Voilà, de ces caractéristiques, il faut les maîtriser. Ensuite, pour certains, il faut maîtriser les planètes. Et pourquoi cueillir les plantes par rapport à ces planètes-là. Et pour d'autres, les 12 signes du zodiaque et les 36 arcanes, décans. Il faut maîtriser tout ça pour pouvoir bien cueillir les plantes. Et de part des ordres aussi, vous voyez, et il y a, parce que ça, je vous dis que ça dépend de l'anthropologie, ça dépend de qui veut aller chercher et pour quelle fin. Et dans l'utilisation magico-spirituelle, pour certains, il faut se baser sur les 6 pentagrammes, trigrammes pour pouvoir le faire. Et sur pour les Chinois, par exemple, dans leur culte, dans leur rituel magique, les 64 hexagrammes pour pouvoir le faire. Ouais, dans les kabbalistiques aussi, vont utiliser les plantes. Et ils se basent sur... Les 12 syphiroses. C'est ça, sur les 12 syphiroses et les 22, comment ils appellent il y a beaucoup de ces trucs-là qui pouvoir se baser pour aller chercher. Certains se basent sur les incantations et les rites, ouais, dans nos traditions. Il y a les incantations et les rites que les gens utilisent pour pouvoir chercher. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour les enfants. Il faut vraiment maîtriser le domaine. Et si c'est pour des fins rituelles, il faut être initié de tel ou de tel. Alors, quand c'est comme ça, professeur Sagoufanou, ça renvoie donc à plusieurs, et à la fois techniques, notions, maîtrise, mais il y a également les périodes, comme l'évêque vient de le dire. On va laisser donc beaucoup d'autres aspects et parler par exemple de périodes. Oui. Alors, au cours de nos dernières émissions sur ce plateau, vous avez dit qu'il y a des plantes qu'on ne doit pas cueillir à certaines époques de l'année. Alors, est-ce que véritablement Dieu, qui a mis les plantes à la disposition des humains, peut quand même spécifier des périodes? Bon, Dieu, c'est un architecte fini, hein? Et comme je vous l'ai dit, il y a des plantes qui disparaissent totalement à des moments donnés. C'est pas que Dieu dit, bon, cette fois-ci, non, ceci, non. C'est Dieu a programmé ces plantes-là pour faire un travail avec un certain nombre d'éléments naturels. Et tant que ces éléments naturels ne sont pas réunis, la plante, même si elle était dans un jardin, ne servirait pas à grand-chose. Alors, vous constaterez... Vous avez dit que même le climat n'a rien à voir avec... non, le climat aussi joue beaucoup. Il y a des plantes qui n'existent pas du tout pendant la période de la sécheresse. Par contre, il y a des plantes, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit la période, quel que soit là où on est, ces plantes-là existent toujours, ont toujours de l'eau dedans. Ce qu'on appelle les anyama en fond. Anyama, certains l'appellent les plantes Saint-Michel. Non, Hysope, c'est différent. Certains l'appellent Saint-Michel. Et puis ça pousse, c'est très grand, avec des feuilles très épaisses et très, très vertes. On dit souvent en fond, Akudo Simahan d'Anyame. C'est-à-dire, quelle que soit la sécheresse, il y a toujours de l'eau. L'Anya est toujours frais. Ce n'est pas sec. Donc, je crois qu'il y a des périodes. D'abord, en général, quand vous allez cueillir la plante, il y a 2 procédés qu'il faut comprendre. Vous dormez, la plante aussi dort. Et quand vous réveillez quelqu'un qui est dans son sommeil profond pour lui dire, viens, on va bavarder un peu, viens m'aider à faire ceci, il va ronchonner un peu d'abord. Il n'est pas totalement enclin à faire ce que vous lui demandez. Mais quand vous le rencontrez en plein jour pour dire, mon frère, j'ai tel problème, aide-moi à résoudre ça, il vous suit. Il en est de même pour les plantes. Vous n'allez pas cueillir une plante à 20h, 22h parce que vous êtes souvenu qu'il y a une recette que vous devez faire demain et c'est à cette heure-là que vous allez la cueillir. La plante dort. Aussi bizarre que cela puisse paraître, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la plante que vous cueillez pendant qu'elle dort n'a pas toutes les substances spirituelles qu'il faut pour répondre à ce que vous voulez résoudre comme problème. Pendant ce temps, la même plante cueillie par un frère à vous dans la journée fera le travail pour lequel on l'a cueilli. Donc, il faut tenir compte surtout du jour, de la journée. Pendant qu'il y a encore la lumière du soleil, on peut cueillir, mais ce n'est pas la nuit qu'il faut aller cueillir la plante pour dire on veut faire ci et ça avec elle. Alors, Eric Boudéa, ça d'accord m'amène à vous demander s'il n'y a pas de question d'urgence en termes de phytothérapie.
Parce qu'une plante qui est censée, par exemple, guérir un mal et que ce mal-là n'est pas survenu en plein jour, que c'est la nuit, est-ce qu'on ne peut pas solliciter la plante là et avoir le résultat? Oui, il y a une question urgente en ce qui concerne la cueillette, mais en temps normal, ce qui est recommandé, il faut faire la cueillette tôt le matin, pas dans l'humidité, c'est-à-dire juste après la rosée, il faut cueillir les plantes et pas la nuit aussi, il faut faire la nuit. On sait scientifiquement que la plante dégage du dioxyde de carbone et l'utilisation devient aussi très compliquée. Donc, derrière, il n'y a pas aujourd'hui sur les étalages. Si tu veux utiliser quelque chose en urgence, il y a déjà la cueillette qui est là, et séchée. Donc, il faut comprendre. Mais tôt le matin, c'est le moment recommandé habituellement pour pouvoir cueillir les plantes après la rosée, parce que pas dans l'humidité. Il ne faut pas chercher au moment où il n'y a plus pour aller chercher les plantes aussi. Ça, c'est des principes naturels qu'il faut respecter pour les plantes, parce que c'est humide, vous voyez, il y a les parasites, il y a pas mal de coques qui attaquent aussi la végétation. Donc, au soleil, tôt le matin, est recommandé. Mais à part, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si c'est pour des utilisations magiques, il y a le moment de chercher les feuilles et les racines. Par exemple, à la lune, de la nouvelle lune, à la pleine lune, entre la lune ascendante, il faut aller chercher les feuilles, les fleurs comme les écorces. Mais à la lune descendante, de la pleine lune à la lune descendante, il faut chercher les racines. Tout simplement parce que à la lune ascendante, les sèves montent de l'écorce à la racine et aux fleurs. Donc, pour pouvoir utiliser cette partie du plant, l'écorce, feuilles et fleurs, il faut les chercher à la lune ascendante. Et à la lune descendante, il faut chercher les racines parce que les sèves tombent déjà dans les racines. Donc, il faut, parce que si tu vas chercher une plante, bien la racine de plante à la lune ascendante, il faut être sûr que tu ne vois pas les mêmes résultats. Parce qu'en cette période, la racine est pauvre, de façon scientifique. Donc, il y a ça. Alors, chef collectivité, professeur Farmou, est-ce que on enseigne tout ça à la famille? Oui, d'abord, je remercie beaucoup le révérend pour avoir donné cet aspect que je n'ai pas pu donner tout à l'heure. Et c'est très important. Et pour cela que la lune est capitale dans notre tradition, est capitale dans notre vie, est capitale dans la nature. Ce n'est pas un ornement. Ce n'est pas un ornement. Vous pouvez même faire certaines... Et quand vous parlez de plantes à chercher, par exemple, je suis tradithérapeute. Je sais que des gens viendront pour tel et tel problème. Mais en tant que tradithérapeute, on a l'habitude de cueillir des plantes qu'on met quelque part dans notre maison. Elles sont déjà cueillies dans la journée. Lorsqu'on vient pour un travail, comme vous avez dit, lorsqu'il y a une urgence, eh bien, on peut toujours s'en servir sans être obligé d'aller cueillir la plante. Alors, pour en revenir à ce que vous venez de dire, oui. Est-ce qu'on enseigne tout cela? Oui. Les gens qui sont sérieux, vous voyez, quand vous voulez jouer à l'infirmier, alors que vous n'avez appris que dans les livres, cela un peu partout à l'école, là, vous ne serez pas un bon infirmier. Mais quand vous avez étudié pour ça, pour être infirmier d'État, docteur, médecin, c'est que vous connaissez le domaine. Alors, quand on parle de tradithérapeute, quand on parle de connaisseurs des plantes, c'est des gens qui sont vraiment initiés, qui s'y connaissent, qui connaissent même le langage des plantes, qui connaissent même ce que veut dire la plante lorsqu'elle est ouverte comme ceci, lorsqu'elle se referme, ils connaissent. Donc, il y a des gens à qui on doit tout expliquer parce qu'ils n'ont pas eu l'explication au départ, mais il y a des gens qui s'y connaissent très bien et qui vont vous dire, comme l'a dit le révérend, à telle période, ou bien de telle période à telle période, telle plante ne servirait à rien. C'est du vide, c'est une coquille vide, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, justement, vous êtes déjà sur le chemin de l'enseignement de cela à tous les profanes, parce que c'est ce qui nous a manqué. Si on pouvait initier notre société à cela, pour que nous connaissions ce que nous avons à côté de nous, que nous puissions évaluer ces richesses formidables que nous avons, je crois qu'on ne s'en porterait que très bien. Vous êtes aujourd'hui un cas typique, un cas école, si on peut parler donc de ce langage académique-là. Vous avez été instruit, donc moulé dans le système de la colonisation, mais aujourd'hui vous faites retour à la source. Quand est-ce que vous avez réalisé qu'il est important de connaître ce qui a fait
la tradition africaine? Il y a eu deux choses qui ont fait le clic chez moi. La première chose, c'était avec les Hausa du Niger. Et c'était à Dogondouchi, dans une ville à 240 km comme ça de Niamey, où j'ai commencé l'école dans les années 60. Et c'est là que j'ai vu des femmes, Peul et Touareg, qui m'ont émerveillé parce qu'elles cherchaient des feuilles pour résoudre des problèmes après l'accouchement des femmes. Problème de nombril, problème de placenta, problème de ceci. Elles vont seulement dans la brousse, elles cherchent et elles parlent. Elles disent « Don Allah kabar mo arziki, Don Allah kabar mo arziki ». Et j'ai vu que la femme parlait à une plante. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et c'est là que j'ai cherché à comprendre. J'ai eu la chance d'être dans un village, d'aller dans un village où le chef de village était le père à un de mes anciens, un camarade de classe. Et c'est là que j'ai commencé en 1969, 69. En 1969, vers 70, j'ai commencé à comprendre ce que c'est que la plante et la nature. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'était par rapport à la guérison de l'hémorroïde. Le mois, je ne me souviens plus exactement, mais j'étais en voyage vers l'Amérique latine et c'est dans un avion que j'ai vu une femme, une européenne, une bolivienne, me parler de... Elle a pratiquement ridiculisé tous ceux qui se plaignent de l'hémorroïde. Ça dit, c'est comme pour dire, c'est une maladie ça, et vous en parlez parce que là-bas, il y a de ces plantes tout simplement qui sont magiques, formidables. Et quand elle m'en a parlé et qu'elle en a même fait un livre, j'ai eu le livre, j'ai recherché, je souffrais de ça. Et quand je suis revenu de l'Amérique latine en 1990, je vous assure, je l'ai appliqué de 90 jusqu'à ce jour. Moi, je n'ai plus jamais entendu parler de l'hémorroïde. Ça ne coûte rien du tout. Et comment ça se fait? Vous pouvez l'écraser, chercher une pommade ou bien un lait, quelque chose qui serait même un onguent que vous mélangez avec et vous passez ça dans votre rectum. Vous ne ferez pas 3 jours de traitement avant que l'hémorroïde, qu'elle soit interne ou externe, ne disparaisse. Alors là, je me suis dit, il ne sert à rien d'être professeur certifié, professeur d'anglais, professeur de langue, professeur émérite, si vous ne connaissez pas un tout petit peu ce qui concerne votre terroir. Mon grand-père a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. À 121 ans, il continuait de faire la cuisine. Et quand je le vois faire, je dis, mais comment on peut avoir 121 ans tout courbé, aller chercher... Et c'est là qu'il m'a dit que lui, il ne va pas en pharmacie, il ne connaît pas la pharmacie. Sa pharmacie, c'est dans la brousse. Il a un mal de tête, c'est dans la brousse. Il a mal au ventre, c'est dans la brousse. Et l'alimentation, ça compte pour beaucoup. Et ça, c'est des exemples que j'ai connus. Et ça a été le dernier cas qui m'a édifié. C'est le cas de ma maman, qui jusqu'à 92 ans, ne s'aventure pas du tout vers la pharmacie et qui était mon monument, ma bibliothèque en matière de plantes. Ah, dès que vous avez quelque chose, vous dites j'ai mal à la tête, maman. Ah, et puis elle était tellement à l'aise que moi je me suis dit, mais nous qui avons été moulés dans la pharmacie là, on court en pharmacie, surtout qu'il y a 2 aspects là. On court pour montrer aux autres qu'on est snob, on connaît papier, on connaît pharmacie, et deuxièmement on a de l'argent pour se permettre d'aller en pharmacie. C'était ça le snobisme, et c'est ça qui continue de nous caractériser. Mais celle-là, jusqu'à 92 ans, quand j'ai compris son alimentation, je me suis mis à son école. Et je vous assure, je ne le regrette vraiment pas. Évêque Boulia, qu'est-ce qui rend magique, parce que le mot est sorti tout à l'heure, une Bolivienne qui a donné pratiquement une recette magique, qui a guéri à jamais depuis 90. À ce jour, le professeur Saboufanou, la recette, vous la partagez tout à l'heure avec nos téléspectateurs avant de partir d'ici. Alors, qu'est-ce qui rend magique ces plantes-là? Je vous remercie, c'est la connaissance et l'identification qui rend magique ces plantes. Parce que si tu n'es pas un habitué du domaine, si tu n'es pas formé pour, si tu ne connais pas la forêt, tout ce que les gens ont fait pour pouvoir, pour l'utilisation phytothérapeute, l'utilisation de guérison, tu vas te dire que c'est magique. C'est l'identification de la personne qui se trouve initiée, qui s'y connaît dans la matière, qui sait qu'en utilisant telle plante, on doit pouvoir guérir telle chose. Et de par notre tradition, c'est toujours quelques élites, notre tradition initie quelques élites à cela pour qu'on ne divulgue pas. Mais aujourd'hui, il faut divulguer pour que tout le monde puisse se prendre en charge. Vous voyez, nos parents
si vous allez chez eux, ils ne vont pas vous dire, quel que soit le mal, allez à la pharmacie, non, ils ne vont pas vous dire ça. Mais ils vont dans la brousse chercher des trucs. Même la nourriture, tout ce qu'ils mangent, ce n'est pas ce que nous mangeons aujourd'hui. Ouais. L'environnement même change, tout change aujourd'hui dans les plantes. Mais une recette traditionnelle qui doit pouvoir être utilisée pour guérir, n'a rien de magique en réalité. La personne maîtrise la substance active qui se trouve dans ces vertus-là. Et il utilise la substance pour pouvoir guérir, pour pouvoir se faire guérir. C'est ça la question. Ouais. Alors, évêque Bourdia, vous avez cité tout à l'heure un aspect de la chose qui est très intéressante. Vous parlez donc de plantes féminines, de plantes masculines, et également de plantes chaudes, de plantes froides, pour ne citer que ces deux exemples-là. Quand est-ce qu'on sait que cette plante-là, elle est féminine ou masculine? Oui, en parlant de plantes masculines, c'est pour montrer la chaleur que ça dégage. Ouais, un peu de piment, par exemple, les feuilles de piment, le piment même en entier, vous voyez ce que ça donne. Et ça chauffe le corps, ça chauffe l'organisme. Donc, c'est ces caractéristiques, c'est ces classifications-là que les gens utilisent pour pouvoir dire que telle plante est masculine et telle plante est féminine, de par sa réaction sur le corps et dans l'environnement. Ouais. Donc, ce n'est pas que il y a autre chose, ce n'est pas comme on dit homme-femme, non, mais c'est de par la chaleur que ça dégage, c'est de par la manière de capter, parce que vous savez, ce qu'on ne comprend pas, on doit pouvoir comprendre tout ce que nous avons comme vertu, comme plante, ne faut que transformer les rayons solaires, le soleil en élément, en énergie pour nous. Ouais, c'est l'utilité même de ces plantes-là. S'il y a le soleil, c'est le soleil qui nous donne à manger, qui nous donne à faire tout et à utiliser à l'industrie, comme dans le pétrole et tout ça. Mais c'est les plantes qui arrivent à consommer et à transformer le soleil en nourriture pour l'humain. Ouais. Donc, de par ces caractéristiques, de femme féminine, c'est pour dire que c'est le référentiel. C'est seulement le référentiel. Pour dire, tel plant, on peut l'utiliser comme en prenant clou de giron, par exemple, en prenant les gingembre, par exemple. Les gens classent tout ça dans les plantes masculines, parce que ça dégage vraiment une chaleur. Mais en prenant les feuilles de basilic, en prenant les feuilles comme Vernonia, ça, c'est des plantes féminines. Ouais, c'est de ces classifications-là. Mais de par ces classifications, il y a d'autres choses aussi qu'il faut maîtriser. Ouais. À l'église, comme on dit, pour même cueillir les plantes, il faut chercher ces plantes-là le jour de Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juillet. Simplement parce que c'est par rapport aux sorties d'été qu'il faut chercher la plante. Par exemple, on dit qu'à partir de cet instant, le soleil est plus ardent, virulent. Oui. Donc, en se basant sur ça, on dit, pour pouvoir faire la cueillette, il faut faire la cueillette... N'importe quelle plante? Oui, on dit oui, que pour pouvoir faire n'importe quelle cueillette, il faut faire la cueillette le jour de Saint-Jean. Mais les modernistes aujourd'hui, les phytothérapeutes modernistes aujourd'hui ont donné une autre classification de la cueillette. Ils disent, il faut chercher la plante, il faut chercher la plante en période de floraison. Voilà. La période qui est vraiment déterminée pour pouvoir chercher la plante. Ouais. Et je vais par exemple des feuilles de laitue dont on parle, les salades. Ouais, on dit, en juillet, il vaudrait mieux s'assaisonner de manger de la salade et les feuilles de pissenlit par exemple. Pourquoi ça? Parce que c'est regorgé vraiment de la sève. Et la sève est toxique. D'accord. Donc on dit, en cette période, à partir du mois de juillet, où la sève est regorgée, donc c'est pas cette qualification de dire, va chercher les plantes en ce moment pour enlever moins de toxicité à ces plantes-là. Parce que en période, en juillet par exemple, surtout en juillet, pour les feuilles de laitue, dont on dit salade, les gens mangent à tout bout de champ, les gens ont tendance même à produire tous les mois pour dire, il faut que ça manque sur le terrain. Mais en juillet, ces plantes sont regorgées vraiment d'eau et de la sève. Et la sève, à l'intérieur de ces plants, de ces feuilles de laitue, sont toxiques. Alors, si c'est abondant, c'est toxique pour l'organisme. Donc, il faut aussi savoir, c'est pas ce critère-là que les gens disent, allons chercher, on dit en période de juillet, n'allez même pas chercher les feuilles de salade, ni les feuilles de pissenlit, parce que c'est regorgé d'eau.
Alors, on va revenir donc si tu permets, je vais mettre juste un petit élément. Vous savez, chez nous, dans la tradition, dans nos villages, on parle de plantes femelles et de plantes masculines selon que la plante donne des fruits ou n'en donne pas. J'ai un exemple chez moi. J'ai par hasard mis en terre des plants de moringa. Mais je vous assure, peut-être que dans tout le quartier à la ronde, on n'en trouve pas les mêmes. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il se fait que j'ai les moringas femelles qui donnent beaucoup de fruits. Et quand on laisse ces fruits sécher, on les cueille. Bon, moi j'ai pris l'habitude d'arroser, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'arrose. De sorte que je peux faire 3 à 4 à 5 récoltes par an. Contrairement aux moringas qui sont dans la brousse, qui sont femelles et qui donnent peut-être 1 ou 2 récoltes par an. Moi, j'en ai jusqu'à 5. Il suffit d'enlever et de les mettre au soleil, de sécher. Donc là, j'ai les moringas femelles. Le papayer, par exemple, il y a des papayers, quand vous les mettez en terre, ça ne vous donne jamais des fruits de papaye. Ça donne seulement des fleurs et c'est là, ça pousse, il n'y a pas de fruits. Or, le papayer femelle vous donne des fruits. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi certaines tribus, par exemple de l'Amazonie, certains indigènes autochtones qui vous disent que quand vous allez dans la brousse, vous voyez le lion, vous voyez la lionne. Qui est plus géant que qui? C'est le lion, avec sa crinière, avec son alture là, très imposante. Et qu'il y a certaines plantes aussi qui sont minuscules parce qu'elles sont femelles et d'autres de la même variété sont plus géantes parce qu'elles sont tout simplement masculines. Bon, ça reste à vérifier. Ça dépend des régions où on se trouve. Alors, on va parler donc de votre recette magique. Ce serait quand même bien que les téléspectateurs en savent aussi quelque chose parce que quand on parle d'hémorroïdes, ça fait partie donc des questions qui agitent la faiblesse sexuelle chez les hommes. Parce qu'il paraît que lorsque vous ne réglez pas les questions de l'hémorroïde, ce n'est pas la peine donc de penser donc à la faiblesse sexuelle. Alors, quelle est cette recette magique qui vous a aidé depuis 90 à ce jour à se passer donc de cette maladie? Bon, d'abord, je voudrais dire un grand merci à certains qui m'ont initié. Je ne serais pas humble et modeste en ne pensant pas à eux. Je veux dire frère Joël qui est à Parakou, avec qui nous sommes dans le même forum, et d'autres amis qui sont militaires et qui ont fait des recherches et qui aujourd'hui sont à l'aise. Il y en a même qui ont regretté d'avoir fait l'armée parce qu'ils se disent s'ils avaient compris très tôt, ils ne se seraient jamais mis au service d'un autre, ils seraient à l'aise. Donc je remercie tous ceux-là, y compris Monstrano en tant que Da, chez Monstrano et mon Vigan. Les deux m'ont beaucoup aidé alors qu'ils sont plus jeunes que moi. Ils m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont compris très tôt l'utilisation des plantes. Alors pour juste donner une petite recette, cette recette dont je parle tout à l'heure, il faut reconnaître que la recette dont la Bolivienne m'a parlé, l'équivalent chez nous ici, c'est ça que moi j'utilise ici, mais ce qu'elle m'a fourni, on mélange ça à une pommade pour vendre ça dans des boutiques ou bien dans des kiosques, je ne vais pas appeler ça pharmacie, mais c'est dans des endroits où on vend ça et c'est sous forme de pommade. Mais la recette, disons recette de grand-mère, qui a marché jusqu'ici pour tous ceux qui m'ont sollicité, c'est de chercher des sabots de bœuf. On a plein de bœufs chez nous, on a des bœufs. Vous cherchez les sabots de bœuf, vous les nettoyez, parce qu'il faut toujours nettoyer ce que vous cherchez. Vous cherchez, vous nettoyez, vous les grillez. Généralement, pour griller ces choses-là, il faut me les mettre en morceaux et mettre dans un canari. Hein, c'est pas notre ganzin aujourd'hui, là, tout est modernisé. Non, dans un canari, un pot en terre. Vous mettez dedans, vous grillez, vous remuez jusqu'à ce que ça soit effectivement grillé, mais pas que ça devienne charbon, quand ça se carbonise, non. Vous grillez et vous cherchez les feuilles de wonton zuzuin. Les feuilles de wonton zuzuin, bon, c'est un grand antibiotique, mais le nom m'échappe en français. Ceux qui nous écoutent, certainement, des gens le savent déjà. Vous grillez aussi les feuilles. Vous grillez et vous allez constater à un moment donné que les feuilles là deviennent brunes, elles deviennent foncées. En ce moment, elles deviennent déjà sèches. Et là, quand c'est à ce stade, il ne faut pas laisser griller totalement, devenir, carboniser. Vous écrasez le tout, aussi bien les sabots devenus bien secs que les feuilles sèches, les feuilles devenues sèches, après avoir été grillées, vous écrasez le tout. Il faut éviter les moulinex, les ceci, cela. Non, il faut chercher une meule neutre. Vous réduisez le tout en cendres. Vous obtenez alors un mélange compact de poudre. On ne sait plus où est le sabot, où est la feuille. Non, vous écrasez bien, vous faites cette poudre-là et vous mettez une cuillerée à soupe dans vos repas le matin, une cuillerée à soupe dans le repas encore, dans la soirée. Et vous allez voir,
Et là, c'est pour les deux formes d'hémorroïdes, interne, externe, ça va passer forcément. Donc, ce n'est qu'un exemple, parce qu'il y a au moins, je peux vous dire que j'ai au moins 48 recettes contre l'hémorroïde. Parce que vous avez fait un rapprochement tout à l'heure qui est capital. Aujourd'hui, autrefois, nos parents, jusqu'à 80 ans, étaient encore des hommes complets. Ils donnaient satisfaction à leur partenaire. Et aujourd'hui, déjà à 25 ans, 35 ans, 40 ans, il y a des gens qui se plaignent. Ce n'est pas pour rien que l'industrie pharmaceutique a parlé de Viagra. Mais vous savez le mal que tout cela a fait. Or, quand vous réglez le problème d'hémorroïdes, si éventuellement votre problème de faiblesse sexuelle n'est pas réglé, vous n'avez même pas besoin de dépenser 1000 francs ou bien 500 francs pour régler le problème de faiblesse sexuelle. Parce que on dit souvent, dans la Bible même on dit, mon peuple meurt faute de connaissance, je crois. Donc c'est par manque de connaissance qu'on n'arrive pas à régler un certain nombre de problèmes et on se retrouve dans des dépenses astronomiques, dans des milieux où on vous fait perdre d'abord du temps. Et ce n'est qu'après qu'on vous dit, ah, c'est ça là, c'est pour ça là, oh, viens, allons à tel endroit. Donc, voilà pour ce qui est de l'hémorroïde. Mais il y a aussi plein d'autres recettes dont on aura peut-être l'occasion de parler. Oui, forcément, vous allez revenir donc sur ce plateau, surtout avec le Père Bouléa, pour donc partager ses connaissances avec la population, puisque vous en avez décidé donc désormais d'ouvrir la calebasse si entre-temps elle était fermée. Alors avec Bouléa, on reste donc dans le domaine masculin et beaucoup plus des maladies liées donc au sexe. Quand tout à l'heure on a parlé donc de l'hémorroïde qui influence aussi les faiblesses sexuelles, mais l'autre mal qui ronge également les hommes, c'est la prostate. Je vous remercie. La prostate, effectivement, ronge les hommes. À partir de 40 ans déjà, si on ne s'y prend pas, ça se développe et puis ça crée des ennuis. Et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment nous prévenir de ça. Nos parents en ont fait. Et juste à 100 ans, ils n'ont eu aucun problème de prostate. Et aujourd'hui, de ces vertus, ce que j'ai dit, la racine du papaye mâle. La racine du papaye mâle est très efficace. Il faut chercher la racine du papaye mâle. L'écorce de figuier et ahuagoto. Fongoto. Prumier. Écorce de prumier. L'écorce de prumier, fongoto. En faisant la décoction avec racine de papaye mâle, avec la racine de adjiquin, comme les gens disent. Oui. Adjiquindo. Oui. En faisant ça, vous allez constater que vous aurez une satisfaction totale. C'est pour prévenir. C'est pour prévenir. Maintenant, ceux qui sont déjà malades, ceux qui sont déjà malades de la prostate, ils vont ajouter les trucs là, les feuilles. Comme je dis, ce que les gens ont chez nous, non, c'est pas, c'est les feuilles, les petites graines le fruit même de sésame, goussi. Ils vont ajouter ça aussi, ça règle ça. On ajoute, et pour pouvoir créer le malin, les écorces de prumier, la racine de papaye mâle, et la racine de adjiquin et les adjiquins non mûrs. Les fruits même non mûrs, il faut ajouter. Ajouter un fruit de sésame, goussi, pour pouvoir faire la décoction et boire. Alors, professeur, oui. Ajouter un élément. Oui, si vous avez forcément. Alors, vous savez, on dit souvent, quand vous êtes derrière quelqu'un qui est devant, vous avez la chance parce que quand vous allez le voir tomber, vous allez éviter l'écueil. Et c'est pour ça que je dis, la jeunesse aujourd'hui a une chance énorme. Cette chance, c'est quoi? Il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de choses sur Internet. Et lorsqu'on commence très jeune, par exemple, à lutter contre la prostate, c'est tant mieux. Ceux qui n'ont pas eu cette chance et qui ont déjà commencé à développer la prostate à partir de 50 ans, 60 ans, c'est très difficile. Mais quand vous êtes jeune déjà, à partir de 30, 35 ans, commencez ceci. Vous cherchez 8 oignons. Ça dépend. Si c'est des oignons bien gros, vous cherchez 8. Si ce n'est pas très gros, vous en cherchez au moins 12. Vous prenez ces oignons, vous enlevez toutes les épluchures sèches là, tout ce qui couvre l'oignon, vous enlevez ça. Vous coupez en morceaux, vous mettez dans un mortier correct. Je dis toujours, évitons les moulinex, ou bien comment vous appelez ça, tout ce qui est électronique là pour faire moudre. Donc, vous pilez cet oignon-là. On n'ajoute rien. Vous pilez correctement jusqu'à ce que vous obteniez le jus
Vous pouvez tout verser dans un... Vous mettez un bol en place, vous mettez une toile dans le bol, une toile correcte, propre, blanche, et vous versez tout ce que vous avez pilé dans la toile qui est dans le bol. Vous attachez maintenant, vous pressez tout le jus jusqu'à obtenir au moins un verre bambou. Ça fait, je crois, les petites bouteilles de bière, là, 33 centilitres, là, à peu près. Donc, vous pressez, vous avez le verre bambou. Si vous avez de la peine à supporter le goût de l'oignon, cherchez 2 clous de girofle, la tinkengbata. Mettez ça dans la bouche, mâchez, 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 et avalez votre verre d'oignon pilé, là. Avalez le jus jusqu'à finir le verre. Vous envoyez tout dans votre organisme. Si vous faites ça aujourd'hui, vous attendez 3 bonnes semaines, jour pour jour, pour recommencer. Après cette deuxième phase, vous attendez encore 3 bonnes semaines. À chaque fois, c'est 3 semaines pour recommencer. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligé de refaire ça cette même année. Vous pouvez attendre peut-être 2 ans ou bien 3 ans. Bon, il y a des gens qui le font tous les ans, hein, mais ça veut dire quoi? Quand vous le faites, vous nettoyez le tuyau dans lequel il y a la crasse. Quand vous urinez, quand vous approchez une femme, ce que vous envoyez, il y a toujours des traces qui restent dans ce tuyau d'écoulement. Et quand vous faites ce genre de recette, vous nettoyez le tout. Avant qu'il n'y ait encore dépôt, on peut attendre au moins 2 ans, même 3 ans. Alors on va bientôt sortir de cette émission, malheureusement. J'ajoute quelque chose. Toutes les recettes que je donne, je dis toujours, quand vous finissez de faire la recette, dites toujours à l'Éternel de bénir ce que vous voulez faire pour la guérison que vous souhaitez. Alors, et si vous parlez par exemple de plats incurables, rapidement, en quelques minutes. Plats incurables, c'est très simple. Cherchez quelque part où on a coupé des bananiers. On a coupé des bananiers, les troncs sont encore là et c'est des troncs qui sont en train de pourrir. Cherchez la sève de ce tronc qui pourrit. Prenez cette sève-là, allez nettoyer la plaie correctement avec l'eau et le savon et passez cette sève dans cette plaie incurable-là. Ce n'est pas évident qu'une semaine après, vous ayez encore cette plaie incurable. Avec Boudia. Oui, pour une plaie incurable, il faut chercher du charbon de pour qu'elle boit, écraser et mettre dans la plaie. Vous aurez la cicatrisation rapide aussi. N'importe quel bois. Oui, charbon de cuisine. Alors on va bientôt donc quitter cette émission, comme je l'ai dit. Merci donc à vous, Père Bodéa, pour vos apports. Merci également à vous, professeur Sabo Fanou, chef collectivité, je le rappelle. Vous êtes aussi consultant en éducation pour vos éclaircissements. On reviendra plus amplement sur l'utilisation des plantes. On parlera beaucoup d'autres maladies, également les recettes y afférentes. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et ailleurs, consacrée donc à l'utilisation rituelle des plantes qui peut cueillir, qu'accueillir pour obtenir véritablement le résultat escompté. Je crois que cette émission peut-être vous a comblé, mais si ce n'est pas le cas, apportez-nous également vos zones d'ombre, quitte à être donc éclairées plus tard par nos invités. À très bientôt sur SICA.